Bonjour à tous chers amis, je suis ravi de vous retrouver. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas posté de vidéo sur la chaîne pour ne rien vous cacher. J'ai eu un mois de janvier et de février assez compliqué, donc j'ai pas eu le temps de travailler, j'ai pas eu le temps de poster des choses. Et je suis donc ravi de vous retrouver pour une vidéo légère, vraiment le sujet léger par excellence. On va parler de l'Algérie, plus exactement, on va parler des relations conflictuelles, et c'est le moins qu'on puisse dire, que peuvent entretenir l'Algérie et la France, mais aussi les Algériens et les Français, parce que euh, le- le- ces relations, hein, ces tensions font régulièrement la une de l'actualité ces derniers temps. On sent que ça chauffe un petit peu. D'abord, il y a la question du Sahel, qui a été réglée, qui a été gérée de manière lamentable par Emmanuel Macron. Il y a la question des youtubeurs algériens dont l'Algérie a refusé l'extradition. Le jour où je vous parle, l'Algérie refuse également l'extradition d'un terroriste, l'assaillant de Mulhouse, ce qui est quand même une provocation folle de la part de l'Algérie. Il y a aussi le cas le Sarak Nafo, donc membre du parti Reconquête, hein, le parti politique d'Éric Zemmour, qui a rappelé dans la presse que la France versait à l'Algérie plus de 800 millions d'euros par an, ce qui n'a pas du tout plu au gouvernement algérien, et Tebboune, le président Tebboune s'en est pris nommément à elle, on va dire, c'est quand même une mini-crise diplomatique. Et puis il y a le cas Boualem Sansal, qui est, alors j'espère que je ne me trompe pas, mais qui est un intellectuel algérien, très anti-islam, très critique envers l'Algérie, réfugié en France et qui a été arrêté et emprisonné au cours d'un voyage en Algérie. La France tente d'obtenir sa libération et elle se heurte au refus des autorités algériennes. Alors ça sert à rien de développer ces sujets un par un et d'aller dans le détail, puisque l'actualité s'actualise en permanence. Dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, peut-être dans quelques années pour les dossiers les plus importants et les plus douloureux, tout ça sera complètement oublié. Mais ce qui restera toujours, ce qui ne date pas d'hier et ce qui n'est pas prêt de s'arrêter, c'est le conflit larvé entre la France et l'Algérie. L'idée de cette vidéo n'est pas du tout d'avoir une approche partisane. Vous allez voir, de toute façon, je trouve que l'approche partisane dans les conflits internationaux, ça n'aboutit qu'à des réflexions qui n'ont aucune utilité. Normalement, on a suffisamment d'intelligence, suffisamment de hauteur de vue pour comprendre qu'on a affaire à des contentieux extrêmement profonds, à des contentieux qui ont des causes très profondes, qui ne peuvent pas se régler en un claquement de doigts, et c'est exactement le cas pour le conflit entre l'Algérie et la France qui dure maintenant depuis presque 2 siècles. Presque 2 siècles, on va y revenir. Le but de cette vidéo, c'est de démontrer une chose. C'est de démontrer que la France est un pays fou. Nous vivons dans un pays fou. Nous vivons dans un pays, et c'est le cas pour nos politiques, nos gouvernants, mais c'est aussi le cas pour nos compatriotes. On va dire que ça fait partie, c'est quelque chose qui est inhérent à notre psyché collective. Nous vivons de croyances irrationnelles et de principes abstraits, et nous sommes totalement imperméables à la logique, au bon sens et à la réalité. Quoi qu'il se passe, il peut se passer les pires catastrophes, nous resterons agrippés à nos croyances irrationnelles sur tout un tas de sujets. Là, je parle, il me semble que l'Algérie illustre bien cette mentalité, illustre bien cette manière de fonctionner, mais on va le voir au fur et à mesure de la vidéo, ça s'applique à peu près tous les sujets. Dans tous les domaines, la France et les Français fonctionnent de cette manière. Alors, pour commencer, on va faire ce que j'appelle de l'histoire à la tronçonneuse. Parfois, pour comprendre quelque chose, il faut extirper du sujet sa complexité, voilà, pour atteindre l'essence des choses. Et c'est particulièrement vrai
en histoire, où on peut couper les cheveux en quatre et en cuculailler les mouches pendant des années si on veut. Ce qui est important de faire, et je comprends que peut-être que des auditeurs qui ont connu cette histoire, ou qui sont partis pris dans cette histoire, vont pas être d'accord avec ce que je vais dire, mais je pense que je serais quand même pas loin d'une approche objective du sujet, d'une approche objective du dossier. Donc 1830, colonisation de l'Algérie par la France. Évidemment, les Algériens de l'époque n'étaient pas d'accord avec ça, mais je crois que la France s'est arrivée avec un tel avantage technique, technologique et organisationnel que l'Algérie a été sidérée. Donc pendant plusieurs dizaines d'années, pendant un peu plus d'un siècle, bon an mal an, hein, je dis pas qu'il n'y a pas eu de problème, je dis pas que les Français se sont toujours bien comportés, pas du tout, mais les choses se sont plutôt passées correctement. La France a pratiqué ce que j'appelle l'impérialisme à la française, c'est-à-dire qu'elle a colonisé des territoires, elle a colonisé des peuples. Il y a l'Algérie, puis il y a l'Indochine, Laos, Vietnam, Cambodge, et elle a eu à peu près la même attitude à chaque fois, c'est-à-dire qu'elle est arrivée avec une forme d'insupportable paternalisme. Elle a voulu pratiquer un impérialisme bienveillant. Or, c'est pas par nature, l'impérialisme et le colonialisme, c'est pas quelque chose de particulièrement bienveillant. Donc, c'est une attitude insupportable. Ils sont arrivés vraiment, pour reprendre la formule de Léon Blum, comme des peuples supérieurs venus instruire, venus civiliser des peuples inférieurs. Quand on y réfléchit une seconde, cet impérialisme bienveillant, c'est hyper violent. Il n'y a rien de plus humiliant que ça. Parce que ça équivaut à demander à l'oppressé de se prosterner devant la supériorité de l'oppresseur, d'accepter, de reconnaître cette supériorité, quoi. Et c'est absolument scandaleux, quoi. C'est comme un violeur qui ferait l'amour tendrement à sa victime, quoi, jusqu'à ce qu'elle kiffe, quoi, en se disant un moment elle va kiffer, quoi, un moment elle va trouver ça grandiose, elle va adorer, alors que c'est encore plus violent que d'être soumis par la force, parce que par la force on se dit bon bah voilà, je me soumets, j'ai pas le choix, alors que là c'est voilà, c'est presque sadique comme manière de faire. Vous le savez, moi je suis pas du tout un idéologue. Je n'ai pas vraiment d'idéologie politique, économique, je m'en fous un peu. Par contre, il y a quelque chose qui est assez constant chez moi, c'est que je suis anticolonialiste et que je suis anti-impérialiste. Je ne le suis pas de manière naïve. Je comprends bien que des civilisations plus puissantes veulent soumettre des populations et des territoires et des ressources, veulent les arracher des mains des civilisations qui sont moins puissantes. C'est l'histoire du monde. C'est l'histoire du monde, ce dont on est en train de parler. C'est un livre dont je parle souvent, le Civilisé à en mourir. C'est un des derniers livres que j'ai lu, qui raconte comment se comportent les peuples civilisés, fraîchement civilisés, lorsqu'ils sont en contact avec des non-civilisés. Esclavagisme, massacre, humiliation, et il en va de même avec les civilisations plus puissantes par rapport aux civilisations moins puissantes. C'est l'histoire du monde. J'ai pas envie de jouer le naïf, et j'ai pas envie de porter sur cette histoire qui commence maintenant à être un petit peu ancienne un regard anachronique. Voilà. D'ailleurs, je crois que la mentalité et la volonté de puissance des hommes du 19e siècle nous est aujourd'hui totalement inaccessible. Donc, il s'est passé ce qui s'est passé. L'Algérie a été colonisée. Pendant un peu plus d'un siècle, bon an, mal an, les choses se sont passées. Je ne sais pas si elles se sont mal ou bien passées, mais elles se sont passées. La France a investi des milliards et des milliards. C'est inimaginable le budget qui a été alloué à ce projet. Et elle a fait sortir
Un pays moderne de terre, avec des autoroutes, des gazoducs, des aéronefs, des barrages, tout ce que vous voulez, quoi. La France a investi de manière massive en Algérie. Massive. Puis, aux alentours des années 1940, une très forte contestation commence à se faire sentir en Algérie. Il y a des mouvements qui émergent, des mouvements indépendantistes très virulents, extrêmement virulents. Le plus connu, c'est le FLN, c'est celui dont on parle tout le temps, mais c'était loin d'être les seuls. Et cette contestation va devenir tellement forte que ça va aboutir à la guerre. Voilà, ça va aboutir à ce qu'on appelle la guerre d'Algérie. Guerre d'Algérie qui va jamais être déclarée en bonne et due forme. On parlera de le maintien de l'ordre, voilà, ce qui est déjà assez méprisant, je trouve. C'est la guerre ou c'est pas la guerre, quoi. C'est pas on arrive à maintenir l'ordre. Déjà, il y a un problème à l'époque, il y a quand même un problème de vocabulaire, quoi, qui n'est pas fait pour apaiser les choses. Et cette guerre, c'est peut-être le propre de toutes les guerres, hein, toutes les guerres sont horribles par définition, mais la guerre d'Algérie est particulièrement horrible. Voilà, c'est un bain de sang, c'est un massacre, c'est une guerre terrifiante. Voilà. On retrouve un peu tout ce qui est horrible dans la guerre d'Algérie. Il y a des guérillas urbaines, il y a des attentats, il y a de la torture, il y a des massacres de masse, des massacres de famille. Enfin, c'est terrible, vraiment. Les récits de la guerre d'Algérie, c'est peut-être les récits auxquels je me suis le plus intéressé, parce que je ne suis pas un fanatique des récits de guerre, mais il se trouve que pour la guerre d'Algérie, j'ai lu pas mal de trucs, et ça retourne le ventre, hein, littéralement. C'est une guerre abjecte. Une des choses qui m'a le plus marqué, c'était le témoignage d'une survivante, une pied noire, qui vivait en Algérie, qui vivait dans un village en Algérie avec toute sa famille. Et puis quand la guerre a éclaté, tous les villageois avec lesquels elle est née, avec lesquels elle a vécu, avec lesquels elle est allée à l'école, avec lesquels il travaillait, c'était pas les colons tyrans, c'était pas des esclavagistes, c'était des gens qui vivaient en Algérie comme les Algériens, quoi. Ils se sont rués sur cette famille et ils les ont massacrés de la pire des manières, ils ont violé les femmes. Son témoignage, mais j'ai lu ça, c'était tellement atroce. Et puis côté algérien, c'est la même chose. Alors d'abord, quand on veut savoir combien il y a eu de morts, combien il y a eu d'Algériens qui sont morts pendant la guerre d'Algérie, on tombe sur des chiffres. C'est entre 400 000 et 1 500 000 morts. Donc, et il y a des chiffres qui vont bien au-delà d'1 500 000. Restons dans cette fourchette de 400 000 à 1 500 000 morts, c'est-à-dire qu'on ne sait pas combien il y a eu de morts à 1 million de personnes près. Ça s'appelle une boucherie. Voilà. C'est une boucherie innommable. Et à côté de ça, on a eu 28 000 soldats tués, et puis plusieurs milliers de civils, j'ai pas les chiffres en tête, enfin voilà. Un bain de sang. Un bain de sang dans tous les sens du terme. Et à ce moment-là, 1962, le général de Gaulle accorde l'indépendance à l'Algérie. Mais là encore, c'est une fois encore ce paternalisme à la française qui se croit investi de l'universalisme républicain, du monopole de la morale, utilise un moyen que je trouve voilà, qui n'est pas fait pour que les choses se passent bien. La France n'a pas accordé l'indépendance à l'Algérie. La France a fait la guerre à l'Algérie. Et puis à un moment, les Algériens, au prix du sang, ont fait fuir les Français. Ils ont gagné la guerre. Voilà, la France n'a rien accordé du tout. La situation de la France en Algérie était devenue intenable. Les Algériens ont gagné leur indépendance. Mais ce qui est intéressant, ce qui est encore plus intéressant, c'est ce qui se passe après l'indépendance de l'Algérie. C'est là que, normalement, ça aurait dû amener la France à sortir de ses croyances irrationnelles, à sortir de ses principes qu'elle imagine universels, et à sortir de cette idéologie
abstraite qui la caractérise. Une fois que la France quitte l'Algérie, que l'Algérie s'est libérée de la tutelle française, que l'Algérie a fait sécession, les Algériens, globalement, et le gouvernement algérien, décident de ne pas en rester là. Ils vont faire quelque chose de très choquant, de très marquant. D'abord, ils vont tuer tous les harkis. C'est quoi les harkis? Ce sont les Algériens qui, d'une manière ou d'une autre, ont collaboré, bon, je ne sais pas si le terme est le bon, mais travaillaient avec les autorités françaises. Donc pour les Algériens, tous les Algériens qui ont travaillé de près ou de loin avec les autorités françaises sont considérés comme des traîtres et doivent être tués. Ils vont en tuer 65 000. 65 000. Je vous demande de bien prendre la mesure de ce chiffre. 65 000 hommes et femmes vont être massacrés parce qu'ils ont travaillé avec le gouvernement français. Ils ne vont pas en rester là. Il va y avoir énormément de pieds noirs qui vont être également massacrés. Il va y avoir, à Oran par exemple, on va aller les chercher chez eux et on va les exécuter en pleine rue. Donc il y a une bataille de chiffres, mais ça concerne à minima plusieurs milliers de personnes. C'est dramatique. Et à l'issue de cette explosion de ce que j'appelle de haine, de rancœur, de ressentiment, il y a 450 000 pieds noirs, donc 450 000 Français qui vivaient en Algérie, qui vont être déportés en France. Un exode de 450 000 personnes, je ne sais pas si vous imaginez. Donc, Algérie, guerre terrible, et un après-guerre qui démontre que les Algériens, c'est pas un divorce à l'amiable. C'est pas ok, vous nous avez colonisés, vous nous avez dominés, on s'est battu, on a obtenu l'indépendance, maintenant on essaye de fonctionner en bonne intelligence à la cool. C'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que il y a des événements extrêmement graves qui se produisent, qui démontrent que les Algériens n'ont pas digéré cet épisode colonial et nourrissent envers la France énormément de ressentiment, énormément de colère, énormément d'inimitié, et qu'ils nourrissent également un sentiment de revanche, un sentiment de vengeance. Et là, c'est pas, quand je dis que c'est pas partisan, c'est les Algériens ont tout à fait le droit de nourrir ce genre de sentiment. Voilà. On ne peut pas le leur reprocher. C'est une réaction qui est compréhensible. Voilà. Et moi, par exemple, je les comprends. Moi, si demain la France était occupée par une puissance étrangère qui aurait pratiqué les mêmes méthodes impérialistes, paternalistes, que je trouve profondément dégradantes, je l'aurais également mauvaise. Donc, les Algériens ont tout à fait raison. Je les soutiens dans ce sentiment de colère. Voilà. Autre chose, ce sentiment de colère, ce sentiment de revanche qui habite les Algériens, c'est pas quelque chose qu'on a lu dans les livres. C'est quelque chose qu'on a vécu dans notre chair. Parce que l'après-guerre, on a accueilli énormément d'Algériens, on va en parler après. Quand on est un blanc modeste et qu'on vient de ce qu'on appelle les banlieues parisiennes, Marseille, c'est pas des banlieues, c'est des quartiers, enfin, la logique est la même, ou qu'on vient du nord de la France, qu'on vient de Lyon, les Algériens, on les a côtoyés, on les a connus, on a eu des meilleurs amis algériens, on a flirté entre Français et Algériens, on est allé manger chez les Algériens et il nous est arrivé d'avoir avec eux des discussions à cœur ouvert sur la question et on sait ce qu'ils pensent et on sait comment ils fonctionnent. Voilà, on ne parlait pas de ça toute la journée parce que les Algériens, ils ont autre chose à foutre que de nourrir de la rancœur envers la France, mais il leur est arrivé de nous en parler et nous avons écouté. Nous savons tout ça. Nous savons tout ça. Pas de manière théorique, mais de manière pratique. Les Algériens, ils nous font passer un message.
Le message, c'est on n'est pas potes. Vous et moi, on n'est pas potes. Voilà. Et on ne va pas devenir potes. Vous savez, à la fin de la guerre 39-45, il y a eu, c'était une guerre où les Français ont été particulièrement divisés. Il y a eu beaucoup de collaboration. La guerre se termine avec énormément de rancune de part et d'autre. Et il va y avoir ce qui s'appelle la réconciliation nationale. Enfin, on fait table rase du passé, on oublie et on essaye de fonctionner à nouveau normalement et de vivre en paix. Mais c'est pas ce qui s'est passé en Algérie. Voilà, c'est tout. Et il faut respecter ça. Il faut le prendre en considération. Les Algériens nous font passer un message et la France aurait dû écouter ce message. C'était son devoir. J'ajoute que la décolonisation, là on est en train de parler de l'Algérie, mais dans le même temps à peu près, il y a l'Indochine. La décolonisation est un fiasco pour la France, est un échec et absolument cuisant. D'abord, c'est un échec économique, puisqu'on a investi des milliards. C'est un échec humain, parce qu'il y a eu des morts par centaines de milliers, si ce n'est pas par millions. Mais c'est surtout un échec idéologique. C'est-à-dire que la France, qui débarque avec ses grands principes, avec ses grandes croyances irrationnelles, avec son paternalisme, avec tout ce qu'elle considère de valeurs universelles, alors qu'elles ne sont pas du tout universelles, c'est une claque idéologique. C'est-à-dire que ce à quoi ont cru la France et les Français était faux. Voilà, c'est les Algériens et les Indo-Chinois, dont on parlera peut-être un peu plus tard, nous ont dit tous vos principes, toutes vos croyances, on n'en veut pas. Voilà, on n'en veut pas. Mon avis, voilà, c'est que mon avis, mais c'est que lorsqu'on subit une telle défaite humaine, militaire, économique, idéologique, normalement, le premier réflexe qu'on doit avoir, c'est de s'asseoir à une table et de temporiser. On temporise. On se dit, mais bon, on est en train de mettre le monde à feu et à sang. Qu'est-ce qu'on a mal fait? Qu'est-ce qu'on a mal pensé? Qu'est-ce qui ne va pas? Et de quelle manière doit-on se réformer? Parce que manifestement, nous nous y sommes mal pris. Voilà. Pensez-vous que la France va faire ça? Mais absolument pas. C'est-à-dire que la France ne va jamais remettre en question ses croyances irrationnelles, ses principes abstraits et son universalisme paternaliste. Elle va jamais interroger ces notions. Donc que se passe-t-il dès 1968, c'est-à-dire vraiment au lendemain de la guerre? La France va signer un accord avec l'Algérie pour faciliter l'installation massive d'Algériens en France. Est-ce que c'est une bonne idée? Alors que ce peuple a exprimé de manière la plus univoque possible son inimitié envers son ancien colonisateur. Pourquoi faciliter la venue des uns et des autres? C'est stupide. Qu'aurait dû faire la France à ce moment-là? Elle aurait dû d'abord, je pense dans un premier temps, dans une première phase assez longue, limiter les échanges avec l'Algérie, histoire d'apaiser les tensions. Voilà. Ça sert à rien de pousser. Voilà. Il s'est passé quelque chose de grave. Il y en a qui sont en colère. Côté France, on a subi un échec cuisant. Le mieux, c'est d'apaiser les tensions et pendant une bonne période de temps, j'en sais rien, moi, peut-être 10 ans, on essaye d'entretenir avec l'Algérie les relations les plus courtoises et les plus distantes possibles. On ne remue pas le couteau dans la plaie. Et puis une fois cette période de latence terminée, ce qu'on aurait dû faire, c'est essayer de nouer avec l'Algérie des relations privilégiées. Parce qu'évidemment que la France et l'Algérie, pour tout un tas de raisons, ont intérêt à coopérer ensemble.
Et que même si cette histoire est douloureuse, il y a quand même eu plus d'un siècle d'histoire, et voilà, les idées des uns et des autres se sont interpénétrées, il y a une communauté de langues. La France et l'Algérie auraient eu tout intérêt à s'entendre et à nouer des relations, des coopérations mutuellement profitables. Voilà, c'est ça qu'aurait dû se produire en fait, entre la France et l'Algérie. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est produit. La France n'a jamais remis en question ses principes, et au lendemain de la colonisation, elle les applique à nouveau, à peine remaniées, à peine remixées, elle les applique de nouveau pour accueillir en masse des immigrés sur son sol, avec pareil, l'assimilation, l'universalisme chrétien. Et parmi tous ces migrants, énormément d'Algériens à qui on va rejouer le même sketch de l'assimilation. Venez en France vous assimiler, alors qu'ils viennent d'avoir à minima plusieurs centaines de milliers de morts pour dire qu'ils n'en voulaient pas. Voilà. Et ben la France recommence. Voilà, c'est ce que je dis. La réalité, la logique et le bon sens, la France est imperméable à tout ça. Elle recommence le même sketch alors qu'elle vient de se manger une défaite absolument écrasante, et que ça a abouti à des millions de morts si on fait si on fait l'addition entre tout ce qui s'est passé en Indochine et tout ce qui s'est passé en Algérie. Elle change pas d'un iota. Mais ça, il faut se rendre compte quand même du degré de folie et d'inconscience de ce qui est en train de se jouer à ce moment-là de l'histoire. D'ailleurs, je vais vous faire, comme dirait l'autre, je vais vous faire un petit tunnel. Il y a une expression que je vois de plus en plus passer sur les réseaux. Apparemment, c'est un concept qui est en train d'être popularisé. C'est un concept de manipulation mentale qui s'appelle le gaslighting. Les lampes allumées. Et ça vient d'un très vieux film hollywoodien où on suit l'histoire d'un couple, un couple ultra malsain, où l'homme est un pervers au dernier degré, et l'homme s'amuse à allumer des lumières un peu partout dans la maison, dans les greniers et tout ça. Et puis, il fait croire à sa femme qu'en fait, c'est elle qui allume les lumières et qu'elle est folle. Et effectivement, et la femme finit par devenir effectivement folle, parce qu'elle se dit, mais c'est moi qui allume ces lumières, c'est vrai, je m'en souviens vraiment plus. Il arrive à lui faire croire qu'elle est folle. C'est la même chose qui se joue dans l'affaire des viols de Mazan avec Excusez-moi si je me trompe, si j'oublie tous les prénoms. J'ai du mal avec les noms, j'ai du mal avec les prénoms. Je crois que c'est Dominique Pellicot, Madame Pellicot, qui a subi des viols, voilà. Son mari la droguait avec des anxiolytiques, mais pas le petit Lexomil des familles, hein, avec des anxiolytiques hyper puissants. Et donc elle perdait connaissance, ou elle perdait conscience en tout cas, et il en profitait pour la faire violer par des inconnus qu'il allait recruter sur Internet. Et quand Madame Pellicot, qui subissait tout ça, qui a subi tout ça à maintes reprises, elle disait à son mari, « Ah, c'est bizarre, j'ai des pertes de mémoire, et puis j'ai des vertiges, j'ai des moments de flottement, je comprends pas, que se passe-t-il ?» Le mari savait très bien ce qui se passait, puisqu'il lui donnait des doses de cheval d'anxiolytiques. Donc il savait très bien que c'était la cause de ses pertes de mémoire. Et ben il lui disait, « Ah bon, peut-être que t'es peut-être en train de perdre la boule. Tu commences à gnognoter, on va aller voir un neurologue ou ce genre de truc. » Et il allait avec elle chez le neurologue qui lui a diagnostiqué un début d'Alzheimer ou un début de sénilité, je sais pas quoi, et il laissait faire, le gars, il disait rien, il la laissait croire qu'elle était en train de devenir folle. Voilà, je vous laisse imaginer la perversité et le sadisme de ce procédé. Eh bien, la France, la classe politique française, utilise ce procédé avec les Français depuis toujours et sur à peu près tous les sujets. Et avec l'Algérie, c'est pareil. C'est-à-dire que les gens qui alertent et qui disent que peut-être qu'on est en train de mettre en place avec l'Algérie des relations qui ne vont pas et qui ne vont pas fonctionner, on leur dit, quoi ? Vous êtes raciste ? Vous êtes fasciste ? Non, ça n'a rien à voir. Et puis sur d'autres sujets, vous êtes quoi ? Vous êtes décliniste ? Vous êtes climato-sceptique ? Vous êtes populiste ? Alors, t'as peur quand on te dit ça, tu te dis, mais pas du tout. Et l'autre en face, il fait, faites très attention à ce que vous dites, et puis vous dites plus rien, parce que vous vous dites, c'est vrai, peut-être si je critique ça, peut-être que c'est moi qui ai un problème, quoi. Bon. Et c'est un procédé qui est très régulièrement utilisé en France, et ça a pour
résultat de rendre les gens fous. Parce que le but, c'est de rendre les gens fous. C'est de nier sa propre responsabilité, parce que le coupable, il sait qu'il a tort, il fait passer celui qui se plaint pour un fou, mais ça, de manière collatérale, ça rend la victime folle, quoi. C'est très, très, très pervers. Ben, en France, c'est du gaslighting à tous les étages, en permanence, depuis au minimum 50 ans. Sur cette question des relations entre la France et l'Algérie, je me souviens très bien, je suis jeune à l'époque, mais jeune, un peu plus de 20 ans, peut-être 20 ans, 21 ans. Et il y a une énième polémique sur le voile à l'école. Il y a des écoles, dans le 93, ou primaire, notamment à l'époque, je me souviens que dans ma mémoire, c'était une école primaire. Et il y a des petites filles qui viennent voiler à l'école. Et il y a Cohn-Bendit qui est interviewé sur la question. Alors je donne l'exemple de Cohn-Bendit, il y en aurait certainement beaucoup d'autres qui tenaient le même genre de propos à l'époque, mais Cohn-Bendit était particulièrement convaincant et était particulièrement convaincu de ce qu'il racontait. Donc quand on lui demandait son avis sur la question et qu'on lui disait est-ce qu'il ne faudrait pas interdire, est-ce qu'il ne faudrait pas adopter des mesures plus sévères, Cohn-Bendit a eu cette réflexion absolument folle. Il a dit mais ces gamines, on va pas les empêcher d'aller à l'école, alors elles vont venir avec le voile à l'école, et puis quand elles apprendront, elles vont aller à un cours d'éducation civique, elles vont écouter un poème de Victor Hugo, et vous inquiétez pas, le voile, elles vont l'enlever toutes seules. J'écoutais ça, et je me disais, mais quelle inconséquence, quelle folie de penser une chose pareille. En plus, c'est extraordinairement méprisant pour l'islam, qui est une religion, mais aussi une idéologie sur lesquelles de multiples civilisations se sont fondées et ont fonctionné pendant des siècles, et ça fait 1400 ans que ça dure, et lui, il arrive et il dit l'école républicaine, mais c'est plus fort que tout. Et j'écoutais ça en me disant qu'il fallait être fou pour tenir de tels propos, qui sont extraordinairement racistes au passage. Mais lorsque j'écoutais ça, j'avais pas conscience que quelques dizaines d'années avant, il y avait eu le bain de sang de l'Algérie et de l'Indochine. C'était pas forcément une histoire que je connaissais bien, mais Cohn-Bendit, il la connaissait, cette histoire. Il a grandi avec ça. Il était étudiant en 1968, donc les guerres d'indépendance, c'est sa génération, il a grandi avec ça. Et dans les années 90, ou peut-être début des années 2000, j'ai plus la date exacte, il continuait à tenir ce genre de propos. Alors que toute l'histoire, tous les événements, tout l'univers, lui, criait que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, que c'est une croyance irrationnelle. Eh bien, ça n'avait aucun effet sur lui. Il continuait à raconter les mêmes stupidités qui ont causé la mort de millions de personnes. Autre point, c'est que, ne portons pas de jugement moral sur la colonisation, c'est trop loin, c'est une autre époque, la psyché des individus de cette époque nous est totalement inaccessible. Je vous invite à aller voir les contenus privés, une émission qui s'appelle Tartaria, où, avec Pierre-Yves Lenoble, nous admirons et nous étudions les chefs-d'œuvre architecturaux du 19e siècle. Et quand on étudie ça, on se rend compte que les gens du 19e siècle, c'est pas nous. Hein, on n'arrive pas à comprendre qui sont ces gens. Donc inutile d'aller porter un jugement sur la colonisation. La décolonisation, par contre, on s'y est très mal pris. Extrêmement mal pris. On l'a déjà vu. Mais la décolonisation, ce n'est pas que ça. C'est-à-dire que nous arrivons dans des pays ou sur des territoires peuplés par des individus qui ont une certaine culture, qui ont un certain mode de fonctionnement, et nous venons, en colonisant, perturber leur développement et perturber leur fonctionnement. Et nous instillons dans leurs esprits des idéologies qui sont complètement inadaptées. Et donc, quand la décolonisation va se faire, dans la douleur, dans le sang, il y a un deuxième effet qui se coule, c'est qu'il va y avoir des guerres civiles, qu'il va y avoir des désordres intérieurs
dans les pays qui ont été décolonisés. Par exemple, les Français partent d'Indochine, ils décident de partager le Vietnam. Ils partagent le Vietnam en deux. Je ne sais plus si ça s'appelle Vietnam du Sud, Vietnam du Nord, je ne sais plus comment ça s'appelle. En mettant d'un côté les communistes, et puis en mettant de l'autre côté ceux qui sont on va dire, plus convaincus par les principes occidentaux, capitalistes. Ça va donner une guerre, mais ça donne la guerre du Vietnam après. D'abord une guerre civile, d'abord une guerre entre les deux Vietnams, et puis les États-Unis qui viennent s'en mêler, et combien de millions de morts encore? Je ne sais pas. Mais ça, c'est une conséquence directe de la décolonisation. Nous avons déstabilisé ces régions. Et alors, la guerre du Vietnam, terrible, et puis les Viet Minh, bon. C'est vrai que les anciens Indochinois ont l'air de nourrir moins de rancœur que les Algériens envers la France. Mais voilà, après, c'est leur mode de fonctionnement, ils ont pas la même psychologie, c'est pas la même psyché, c'est pas la même résilience. Il semblerait que les peuples de là-bas aient une résilience. Quand j'entends parler des Viet Minh ou des choses comme ça, je ne peux qu'être admiratif devant ces gens. Ils ont un courage et un jusqu'au-boutisme qui force le respect. Donc les rapports post-coloniaux ont été très différents avec ces pays. Mais c'est pas... Voilà, chaque pays est différent. L'Algérie ne digère pas, colère, ressentiment, tension. Les Indochinois passent à autre chose. Bon, voilà, chacun sa manière de fonctionner. Mais en Algérie, ça a été la même chose. Alors, j'ai pas envie de mettre toute la guerre civile sur le dos des Français, mais enfin, quand la France quitte l'Algérie, il y a une sorte de gouvernement un peu socialiste qui se met en place, et dans les années 90, très peu de temps après la décolonisation finalement, même pas 30 ans, c'est rien à l'échelle historique, il y a des mouvements islamistes qui commencent à contester le pouvoir en place. Et cette contestation, hein, ces mouvements contestataires islamistes vont être réprimés avec une violence par le gouvernement algérien, une violence inouïe. Inouïe. Et ça aussi, ça fait partie des traumatismes qui expliquent l'inimitié qui peut exister entre la France et l'Algérie. Quand j'étais... alors, je vais pas donner trop d'informations, parce que je sais pas, je veux pas que ça provoque... voilà, je veux pas de problème. Mais à une époque, j'ai travaillé avec un Algérien d'Algérie, et on avait des missions ensemble, on faisait des choses ensemble, parce que lui, on n'était pas exactement dans le même domaine ni dans le même secteur, mais parfois on était amené à traiter des dossiers ensemble. Donc c'est quelqu'un que j'ai beaucoup fréquenté, et avec lequel j'ai beaucoup discuté. Et il se trouve que cet homme-là a participé au massacre, on va dire, à l'épuration des islamistes en Algérie dans les années 90. Et il m'a raconté ce qui se passait. Il m'a raconté ce qui se passait dans le détail. Et ce qui s'est passé en Algérie à cette époque est infiniment traumatisant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule famille en Algérie où il n'y a pas quelqu'un qui a disparu. On ne sait même pas ce qui s'est passé. Donc cet homme-là, dont je tairai le nom, et je tairai son employeur, et je tairai tout, m'a raconté qu'ils allaient kidnapper ce qu'ils considéraient comme des islamistes. Parce que dans le tas, il y avait peut-être des islamistes méchants et dangereux, très certainement, mais il n'en fallait pas beaucoup pour être dans le viseur du gouvernement algérien à l'époque. C'est-à-dire que vous étiez très jeune, vous aviez 20 ans, vous montrez quelques sympathies aux islamismes, ce qui est le propre de l'extrémisme et le propre de la jeunesse. Eh bien, là, il y a des tas de jeunes comme ça qui se sont fait enlever, qui se sont fait torturer, interroger, qui ont donné des noms, parce que quand on se fait torturer, on donne toujours des noms. Les noms qu'ils ont donnés, ces personnes se sont également fait enlever, torturer, et tuer, et assassiner. Voilà. Et le gars avec qui je parlais, c'était son travail. Voilà, bon, c'est une personne qui était très intelligente, qui avait des qualités, mais en sa présence, je me suis jamais senti complètement détendu, quoi. Je sais qu'il avait du sang sur les mains, et pas que du sang de grands méchants, quoi. Il avait fait des choses très graves. Il n'avait pas l'air de montrer des traumatismes, des regrets ou des remords, mais je crois que quand on a commis ce genre de truc, c'est toujours, je crois qu'on peut jamais être complètement safe dans sa tête. Donc je me suis jamais senti
très en sécurité avec lui, quoi. Je m'en méfiais quand même. Je l'appréciais, je m'en méfiais quand même. Mais donc on a cet épisode de guerre civile algérienne, euh, auquel la France n'est pas totalement étrangère. Faut pas se cacher derrière son petit doigt, il faut pas être hypocrite. C'est pas totalement de la faute de la France, mais la France n'est pas totalement étrangère à ces événements. Cette guerre civile algérienne qui a été terrible, qui a été traumatisante, qui a duré très longtemps, c'est un tabou dans la société algérienne. On n'a pas le droit d'en parler. Il y a une amnésie organisée autour de ces événements qui sont encore assez récents. Et cette amnésie organisée a pour conséquence de développer une hypermnésie des événements de la guerre d'Algérie. Voilà, donc c'est encore un élément de déstabilisation et un ferment de tension entre la France et l'Algérie. Et là, ce que je suis en train de dire, moi je le dis parce que je le pense depuis un petit moment, mais c'est l'écrivain Kamel Daoud. J'ai écouté une interview, un homme très intelligent, très posé, l'écrivain Kamel Daoud, qui a développé exactement la même thèse dans un bouquin qui a obtenu le prix Goncourt en 2024, je crois. Mais donc, bon, après avoir dit tout ça, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec un pays, l'Algérie, qui déteste la France. Et des Algériens, alors j'ai pas envie de trop généraliser, c'est pas le cas de tous les Algériens, mais globalement des Algériens qui, de la même manière, nourrissent un ressentiment extrêmement puissant envers la France. Donc on a des problèmes diplomatiques avec ce pays qui s'appelle l'Algérie, et dans le même temps, parce que la France est un pays complètement stupide qui vit dans des croyances irrationnelles et dans des principes abstraits, a fait venir sur son sol des millions et des millions d'Algériens. Ça c'est une spécialité française, c'est qu'on sait même pas combien il y a d'Algériens en France, combien nous en avons accueillis. Il y a des chiffres officiels qui parlent de 1,5 million de personnes, ce qui me paraît très sous-estimé. Il y a des déclarations de gens quand même assez bien placés, assez au courant, qui parlent de 4 millions de personnes. Et il y a des projections qui parlent de 12 millions de personnes, ce qui me paraît quand même un petit peu exagéré, mais entre 4 et 12, mettons 7 millions d'Algériens sur notre sol. C'est-à-dire que potentiellement, c'est peut-être gros comme estimation, mais potentiellement, on a 10% des personnes qui vivent en France qui sont algériennes. Donc on se retrouve avec un pays où on nourrit des tensions diplomatiques absolument folles, quoi. C'est des provocations incessantes dont on ne peut pas se sortir. Et si on décidait de taper du poing sur la table, vu qu'on a géré le dossier algérien comme des branquignoles, on se retrouve en France avec un risque de soulèvement insurrectionnel, avec un risque de guerre civile sur notre sol. Donc on peut plus rien dire, on peut plus rien faire. On a pourri la situation, quoi. Le dossier algérien est pourri jusqu'à la moelle. Toujours on me dit, Raphaël, t'es dans la critique, qu'est-ce que tu proposes comme solution? On peut pas critiquer sans donner de solution. Je suis totalement en désaccord avec ça. La critique est la critique, les solutions sont les solutions. On n'a pas à proposer de solution. À mon échelle, j'ai pas à proposer de solution. Mais vraiment, si je devais imaginer une solution, je n'en trouverais pas. Comment fait-on pour rattraper à minima 60 ans de gestion dramatique de nos rapports avec l'Algérie et les Algériens? J'en ai aucune idée. Ce qui est en train de se passer là dans la politique française, c'est qu'on a l'extrême gauche qui joue la carte de la soumission. Soumettons-nous et ça se passera bien. Je pense pas que ça se passera bien. On a l'extrême centre, hein, c'est-à-dire la majorité de l'échiquier politique qui fait la politique de l'autruche, qui met sa tête dans le sol, qui fait faisons comme si de rien n'était, et puis un jour ça va bien se passer. Ça ne marchera pas. Il y a eu c'est quelque chose qui est très critiqué. Je ne sais pas avec qui ça a commencé. Est-ce que ça a commencé avec le Chirac? C'est ce qu'on appelle la repentance. C'est-à-dire que la France débarque dans les pays qu'elle a colonisés, qu'elle a déstabilisés, qu'elle a mis à feu et à sang. Et elle vient s'excuser. Elle dit désolé, voilà, je m'excuse. Pourquoi pas? Il faut demander pardon. Parfois, on fait des choses mal, on demande pardon, on ne sait pas qu'on a fait des choses mal. Mais le problème, c'est que ça ne fonctionne pas. Et justement, c'est tout sauf de la repentance. La repentance, c'est un mot qui vient du repentir. Il faut se repentir. Alors, le mot repentir, ça fait un peu mortification chrétienne, quoi. Genre, je vais me fouetter le dos, mais c'est pas ça. Le repentir est une condition sine qua non à l'excuse, au fait de s'excuser. Si
s'il n'y a pas de repentir au préalable, vos excuses ne valent rien. Qu'est-ce que ça veut dire, se repentir? Ça veut dire comprendre qu'on a mal fait les choses, comprendre que l'autre ait pu mal les prendre, c'est-à-dire faire acte d'empathie, faire acte de compréhension, et comme on a compris ce qu'on n'avait pas bien fait, et comme on a compris que ça a fait souffrir l'autre, on s'excuse avec la ferme volonté de ne jamais reproduire ce type de comportement. Voilà. Et si on estime qu'on n'a rien fait de mal et que on n'est pas d'accord, bah, on s'excuse pas. On s'excuse pas. Mais si on s'excuse, il faut un repentir au préalable. Donc repentir, c'est un terme un peu judéo-chrétien, quoi, mais c'est ce qu'on appelle faire un retour sur soi-même. C'est faire un retour sur soi-même, se remettre en question. La France vient en Algérie pour s'excuser, mais elle s'excuse pas, en fait. Elle pense exactement pareil que ça fait 2 siècles qu'elle pense pareil. Ça fait 2 siècles qu'elle se sent investie d'une mission civilisatrice, qu'elle se croit porteuse d'une idéologie universelle et qu'elle s'érige le droit de donner des leçons de morale au monde entier. Donc ça sert à rien de s'excuser. Donc quand la France vient s'excuser en Algérie, mais ils ont raison, les Algériens, d'en avoir rien à foutre de leurs excuses, quoi. Et l'exemple le plus récent, c'est le Sahel. On sait qu'entre l'Algérie et le Maroc, il y a un dossier hyper chaud qui s'appelle le dossier du Sahara. Ils se battent pour avoir le contrôle et la souveraineté sur cette région. Emmanuel Macron se rend en Algérie, dit oui, excusez-moi, maintenant on va avoir des super relations, maintenant ça va être super. Il fait le faux cul en Algérie, et pour quelques mois après, aller négocier avec les autorités marocaines pour passer un pacte avec les Marocains et d'une certaine manière justifier la souveraineté, soutenir la souveraineté des Marocains sur ce territoire. Et c'est, d'un point de vue géopolitique, c'est compréhensible. La France préfère dealer avec les Marocains qu'avec les Algériens, on peut le comprendre, hein, vu la situation entre les deux pays. Mais très bien, mais dans ce cas-là, tu viens pas faire le faux cul en Algérie, quoi. En fait, c'est tellement fou, c'est tellement absurde, c'est tellement nul comme gestion que ça dépasse mon entendement. Alors, concluons. On en discutait avec Pierre-Yves Lenotte dans un de nos nombreux lives. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à mon Patreon. Vous aurez toutes les vidéos inédites. Il y en a une qui va arriver dans quelques jours, qui va parler du matérialisme. Je vais démontrer que le problème de l'Occident n'est pas du tout le matérialisme, c'est au contraire d'être complètement déconnecté de la matière. Donc c'est la prochaine vidéo pour les contributeurs. Et puis, il y a tout un tas de lives que je fais en général avec Pierre-Yves Lenoble, avec une liberté de ton totale, où on parle de tout et de rien, et où il y a énormément d'interactions avec le chat. On reçoit même des auditeurs en direct. Donc, je vous invite à vous abonner à mon Patreon pour profiter de tous ces contenus de qualité. On imaginait que demain, une nouvelle équipe arrive au pouvoir. Voilà, une équipe bien intentionnée, qui décide de relever un peu la France et de travailler dans l'intérêt de la France et des Français. Ils débarquent. T'as les présidents, ministère de la Défense, ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur et ministère de l'Éducation nationale. Ils arrivent, et puis sur leur table, il n'y a que des dossiers pourris. Mais il n'y a vraiment que des dossiers pourris. L'industrie, c'est pourri. L'agriculture, c'est pourri. La monnaie, c'est pourri. L'Union européenne, ça part complètement en sucette. L'éducation nationale, c'est en chute libre. Les services publics, c'est une dégradation unanime. La sécurité, mais tout est en train d'exploser dans le pays. Les relations internationales, on a flingué notre diplomatie. La justice, il n'y a plus aucun moyen. Le taux d'imposition, on est le pays où les classes laborieuses sont les plus taxées au monde. Voilà, tous les dossiers pourris. Ils arrivent dans leur bureau, les gars, ils ont un mur de dossiers pourris. Et au milieu de tous ces dossiers pourris, où, si on va gratter un petit peu, ils sont pas pourris pour rien. Ils sont pourris, bon, d'abord parce que en réalité, les hommes politiques qui nous gouvernent depuis 50 ans sont aux ordres du monde économique, bancaire, etc. Les politiques ne sont que des courroies de transmission pour faire passer un programme, un agenda qui n'est pas le leur.
certes, il y a de l'incompétence aussi, il y a de la lâcheté aussi, mais quand on va gratter derrière chaque dossier, une des raisons pour lesquelles on a un fiasco, c'est parce qu'on gère ces dossiers selon des croyances irrationnelles et des principes abstraits, et que ça fait 50 ans que nous avons décidé d'être complètement hermétiques aux principes de réalité. C'est-à-dire, on voit que ça marche pas, on continue. Il y a des catastrophes, on continue. Voilà. Derrière tous les dossiers, il y a cette même mentalité qui est derrière le dossier algérien. Et au milieu de tous ces dossiers pourris, qui sont quand même vitaux pour la France, il y a un dossier de 3000 pages en rouge qui est le dossier algérien, en plus du reste. En plus du reste. Voilà, bon courage à ceux qui sont motivés à prendre le pouvoir en France et à œuvrer pour l'intérêt de la France et des Français. Je sais pas comment, vraiment, je sais pas comment vous allez faire. Des fois, je me dis, mieux vaut lâcher l'affaire, mieux vaut que ça parte en chaos. Et voilà, comme dans Kaamelott, là, je sais plus comment il s'appelle le mec, on détruit tout et on repart sur de bonnes bases, parce que là, je sais vraiment pas comment on peut améliorer les choses. Et voilà, cette vidéo, juste pour mettre en lumière cette dimension de l'idéologie française, de la manière de fonctionner à la française, dans toute sa splendeur. Dans toute sa splendeur, du grand n'importe quoi, et on a tellement l'habitude de vivre au milieu de ça qu'on n'y fait même plus attention. C'est presque devenu normal pour nous. Mais vous l'aurez compris en regardant cette vidéo, rien n'est normal. Il n'y a rien qui est normal. Voilà. Et je vous le rappelle, si vous appréciez ce que je fais, d'abord mettez des likes, mettez des commentaires, parce que ça va virer le shadow ban que subit ma chaîne depuis maintenant des années, et puis ça va améliorer le référencement. Procurez-vous le livre écrit à 4 mains avec Pierre-Yves Lenoble qui s'appelle Aphorismes et pensées, qui est une petite bombe thermonucléaire avec des centaines et des centaines d'aphorismes, tous plus hardcore les uns que les autres. Et puis, abonnez-vous à mes contenus privés sur Patreon. Vous retrouverez des dizaines et des dizaines de lives privés, mes vidéos les plus subversives, les plus politiques, les plus sexuelles. Vous trouverez aussi les nouvelles que j'écris régulièrement et qui feront l'objet d'une édition, j'espère, au printemps. On est en train d'en discuter avec l'éditeur parce que tout a été retardé, parce qu'on a tous eu des bugs dans nos vies, dans nos vies perso, ce qui a retardé la sortie du livre qui devait sortir à la rentrée. Et puis, voilà, j'arrête ici. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.